Au rendez-vous de la semaine pour vous simplifier l'actualité sur Environ News Télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Voici les grandes articulations de ces nouveaux numéros Retro News. Les engagements de la RDC après la COP26 au centre d'un atelier de réflexion organisé cette semaine à Kinshasa par APEM. Études d'impact environnemental et social en République démocratique du Congo, les cabinets OMS fustigent le négationnisme et plaident pour une reconnaissance de l'expertise congolaise. Plaidoyer en faveur des peuples autochtones, la CENCO invite l'État congolais à bannir toute inégalité à l'égard de ces peuples. Retro News sur Environ News Télévision, bienvenue chez vous. Pour simplifier la compréhension de ces différents sujets, nous sommes avec vous, messieurs Blaise Moudodossi. Bonjour. Bonjour, monsieur Sebron, et bonjour à tous les téléspectateurs de l'Environnement. Monsieur Blaise, pouvez-vous nous parler à cet effet d'une façon brève de votre ONG APEM? Notre structure APEM, c'est une jeune structure. Donc c'est une structure de jeunes qui sont dans le secteur du droit de l'environnement et aussi des droits communautaires. Et nous avons aussi des ingénieurs forestiers et qui travaillent sur la foresterie communautaire et aussi la cartographie. Réflexion sur les engagements de la RDC après la COP26 était au centre de l'atelier organisé le jeudi 17 février par APEM ici à Kinshasa. Déborah Batouche y a pris part, suivant son reportage. Les acteurs de la société civile environnementale de la RDC, regroupés au sein de l'Action pour la protection de peuples et espèces menacées, ont procédé à la rédaction et à la validation de la note de position sur le tourbière du côté de la RDC. Les différents groupes de travail ont également procédé à l'orientation de la programmation CAFI. Cet atelier a eu lieu ce jeudi 17 février 2022 à Kinshasa. L'atelier de ce jour a consisté à réunir les acteurs de la société civile pour échanger sur des notes de position qui étaient en préparation par la société civile environnementale et sous l'initiative de notre organisation APEM. Et c'est par rapport aux tourbières qui, comme vous le savez, constituent des espaces très importants pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la programmation CAFI qui est là et sur laquelle nous, la société civile, nous comptons pour évidemment faire avancer certains processus, faire avancer le développement des communautés au niveau local. La note de position sur le tourbière, rédigée en séjour, attend à attirer l'attention des autorités du pays sur le besoin de pouvoir préserver et valoriser cet écosystème dans le bassin du Congo à travers de textes juridiques contre toute forme d'exploitation. La note prend en considération le besoin, les usages et les connaissances, surtout relève un point essentiel sur la valorisation de connaissances endogènes sur la préservation et protection des tourbières dans nos différents pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un cadre de gouvernance légale ou des textes qui reconnaissent les tourbières comme telles et qui rassurent, qui promeuvent leur protection sur le plan légal. Mais ces tourbières sont protégées par différentes coutumes et cultures existantes dans nos différents pays. Depuis la COP26, la programmation CAFI, l'APEM et le RFUK suivent de près le travail sur la préservation de tourbières et de toutes les initiatives nationales visant à faire de la RDC pays solution. Ces différents groupes ont fait des inventaires sur la cartographie et les typologies de ces zones dans certaines provinces du pays. Il existerait d'autres zones dans lesquelles il y aurait cet écosystème, dont l'importance de pouvoir procéder au développement des connaissances, poursuivre l'inventaire, poursuivre la cartographie, en identifier surtout les typologies afin que nous puissions mieux identifier la dispersion de cet écosystème sur l'étendue du territoire national. Les tourbières constituent un écosystème important en termes de réponse à l'atténuation du climat mondial.
En Afrique, cette zone est partagée entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, d'où la validation de 2 notes rédigées se fera en présence des acteurs de ces 2 pays. Reportage signé Déborah Batoussoué et Serge Ngala Mouloumé. Merci à vous. Alors, M. Blaise, nous revenons vers vous. Vous êtes parmi les organisateurs de cet atelier. Pouvez-vous nous contextualiser les objectifs ou les mobiles qui vous a amené à organiser cette activité cette semaine? Voilà. En fait, APEM a organisé l'atelier parce que on venait de participer à la COP26, où il y avait eu beaucoup de discussions et beaucoup d'engagements que les États ont pris, et notamment aussi notre État qui est la RDC. Et il y a eu évidemment la question des tourbières qui a pris vraiment de la place. Et pour nous, en tant que société civile, nous avons pensé qu'il était important qu'on puisse dire un mot par rapport à la manière dont les tourbières doivent être protégées et aussi à la manière dont les droits des communautés locales et peuples autochtones pygmées doivent être intégrés dans la programmation CAFI dans sa deuxième phase. Parlons des objectifs, messieurs les coordonnateurs. Quels sont les objectifs tant généraux que spécifiques que vous êtes assignés en organisant cette activité? Les objectifs principaux étaient pour, par exemple, les tourbières. Okay? Nous voulons d'ailleurs aller sur le plan sous-régional, parce que les tourbières touchent la partie congolaise et aussi la partie Congo-Brazza. Et nous sommes dans une démarche avec nos collègues de CIJJ de Brazzaville pour avoir une note commune, une note de position commune par rapport aux tourbières. Et pour la RDC, nous avons déjà notre note où nous voulons à ce que ces espaces-là, qui constituent des réserves en gigatonnes de carbone, soient conservés. Et la manière de les conserver doit évidemment tenir compte de tous les intérêts et droits des communautés qui vivent dans ces zones-là. Parce que ce sont des zones où il y a des gens et ce sont des zones où il y a des activités des personnes. Et donc il faut voir comment est-ce qu'on doit faire en sorte que ces zones-là ne soient pas perturbées. Parce que si on perturbe ces zones, et on peut avoir un dégagement terrible de carbone dans l'atmosphère, et ce qui n'est pas une bonne chose. Monsieur Blaise, l'objectif de cette émission, c'est d'essayer de simplifier l'actualité pour la compréhension de nos téléspectateurs. Parmi les mots que vous avez répétés plusieurs fois dans cet atelier, tourbière, programme CAFI, pouvez-vous expliquer avec des mots simples pour la compréhension de notre public? Bon, pour les tourbières, ce que je peux dire en un mot, c'est vraiment des résidus, des résidus de produits forestiers et qui sont enfouis dans les sols. Et donc, à un certain niveau, on regarde, on peut être dans une forêt où il y a eu beaucoup de feuilles, les arbres qui ont lâché les feuilles, et puis il y a eu accumulation. Et puis on a comme impression qu'il y a une couche au-dessus. Et c'est comme ça que pour ceux qui connaissent la forêt, il y a des endroits où quand vous êtes en train de marcher, vous êtes comme si vous êtes sur un matelas. Tu vois. Et ça, c'est vraiment la tourbe qui est en bas. Et c'est ça ce qu'on appelle la tourbière. Il faut vraiment s'assurer qu'on les garde intactes. C'est ça, ça magasine le carbone. Et aujourd'hui, vous savez vous-même qu'il y a des engagements pour faire en sorte qu'on réduise, l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est comme ça que les tourbières constituent aussi un des moyens qui peut nous permettre à éviter ça. Le programme CAFI, au fait, c'est un financement qui concerne l'Afrique centrale, et où on a plusieurs partenaires, plusieurs bailleurs, dont le principal est la Norvège, et qui a, dans sa première phase, permis à notre pays d'évoluer sur plusieurs réformes. Ils ont été beaucoup plus sur la réforme foncière, ils ont été sur la réforme de l'aménagement du territoire, la réforme agricole, les PIRED, que vous savez. Donc il y a plein de choses sur la RED
avec tous ces piliers, hein, et même l'énergie aussi. Donc c'est vraiment un grand paquet qui permet à l'État d'avancer vers ces objectifs-là, des réductions et des effets à effet de serre. Et ça ne passe pas seulement par le programme forestier. Hein, ça touche aussi l'agriculture, comme vous savez que ça a de l'impact sur l'environnement et les énergies, et ainsi de suite. Et donc la première phase avait pris fin, et maintenant nous sommes dans la deuxième phase qui commence déjà et sur laquelle nous comptons beaucoup pour aller dans la matérialisation qui va booster le développement au niveau local, surtout dans les milieux forestiers. Alors, M. Blaise, à l'issue de cette activité que vous venez d'organiser, quelle évaluation faites-vous par rapport à ces objectifs et quelles sont les différentes actions que vous comptez mener sur le terrain pour matérialiser les attentes de cet atelier de réflexion? Voilà, donc sur le terrain, d'abord, on fait un travail qui sera fait et il n'est pas vraiment sur le terrain, ce sera vraiment un travail de plaidoyer et qui va être beaucoup plus focalisé au niveau national et aussi au niveau international. Hein, parce que les notes sont déjà là. L'atelier d'hier nous a permis de les avoir et ils pourront être consolidés, hein, parce qu'il y avait eu quelques commentaires hier qui doivent être intégrés. Et après, un plan de capitalisation de ces notes a été monté et il pourra être regardé. Et puis, nous allons nous adresser, on aura des porte-à-porte, auprès des autorités et pour leur dire, hein, ce que nous pensons important, hein, de regarder par rapport à tous ces programmes-là. Et ça, c'est aussi une façon, nous, la société civile, et on veut vraiment contribuer, hein, pas vraiment cette société civile qui critique tout simplement, mais qui apporte aussi des éléments sur la table de discussion afin que tous ces programmes se déroulent dans une situation qui va permettre évidemment à atteindre ces objectifs sans beaucoup plus de problèmes. Autre sujet de l'actualité, c'est les cabinets OMS qui dénoncent les négationnistes en République démocratique du Congo et plaident pour la valorisation de l'expertise locale dans la lutte contre le réchauffement climatique en République démocratique du Congo. Suivons ce reportage signé Albert Mwanda. La République démocratique du Congo compte plus d'une centaine de spécialistes et de cabinets spécialisés dans les domaines environnementaux. Cette annonce a été faite par le cabinet d'études Office Environment and Mining Studies OMS au cours d'un point de presse organisé le lundi 14 février à Kinshasa. Il était question pour ces cabinets de couper court à toutes les rumeurs qui planent encore sur le manque d'expertise congolaise en matière d'études, d'impact environnemental et de techniques avérées. Le point de presse a tourné pratiquement sur trois aspects. Le premier, c'était d'abord l'esquisse de l'expertise environnementale et technique disponible en RDC. Et donc il a été démontré, il a été expliqué, il a été porté à l'attention des participants qu'il y a une expertise qui est disponible, qui est passée par toutes les étapes de l'évolution, la croissance, la maturation. Il y a eu des tâtonnements avant et pour le moment, le nombre d'experts dans différents domaines affiche un tableau complet. Le cas de projet qui paille investissement est une illustration concrète de taire les rumeurs sur le manque d'expertise au niveau local. Ces projets de construction du barrage hydroélectrique de Somboué dans la lisière du parc de Lupemba prouvent réellement que la RDC a une expertise avérée en cette matière. La deuxième étape de ce point de presse a porté sur l'illustration d'un cas concret de l'application d'une expertise locale. Et ça a été expliqué, il y a un projet d'un barrage hydroélectrique dont l'étude environnementale et technique a été menée par un cabinet d'expertise constitué de Congolais et qui est passé par toutes les étapes et qui a été approuvé. Il a été démontré au cours de ces échanges qu'une étude environnementale ne se fait pas de l'intérêt d'un cabinet, mais plutôt dans l'intérêt de sécuriser l'environnement et la population qui pourront être affectés par l'exécution d'un projet socio-économique. Merci
Albert Mwanda. Alors, M. Blaise Mododoxi, le cabinet OMS insiste sur le fait que nous devons valoriser l'expertise congolaise pour l'étude en ce qui concerne l'impact de l'environnement dans notre société. Quelle est votre lecture quant à ce sujet? Ce qui est vrai, ça, je ne l'apprécie pas trop, hein, quand on pense que c'est seulement les Européens qui ont toute la connaissance par rapport à ça. Bon, c'est vrai, le matériel, ainsi de suite et tout, ils en ont. Mais au pays, nous avons aussi des experts. Nous avons aussi des experts climatologues, nous avons des experts qui ont la maîtrise de tous ces outils-là. Et ce que je pense, c'est que, au fait, ces genres d'études doivent non seulement être l'apanage des expatriés, mais aussi regarder dans l'expertise nationale que nous avons, et nous avons même des noms qu'on peut citer, et qui peuvent facilement, évidemment, aussi contribuer à quelque chose, parce qu'on les a vus utilisés dans d'autres pays, mais ici, dans notre pays, on ne les utilise pas. Et avec ce que vous faites déjà étant que APEM, nous pouvons dire sans crainte que vous contribuez déjà à cette expertise dans les domaines environnementaux. Exactement, parce que quand on regarde tous les outils que nous avons déjà produits par rapport à la conservation, ce qui est vrai, il y a toute l'éducation environnementale qui est dedans, et des réflexions aussi par rapport à la zone tampon, les réflexions par rapport à la foresterie communautaire autour des aires protégées. Pour nous pensons que pour aussi garantir la protection de la faune et la flore dans les aires protégées, c'est important d'avoir à côté des aires protégées des concessions forestières des communautés locales qui ont des plans simples de gestion suivis des règles de gestion et d'exploitation, et qui feront en sorte que la gestion sera différente, évidemment, par rapport à laisser ces zones-là comme ça, gérer vaille que vaille. Alors, selon vous, M. Blaise Moudodossi, que doit faire l'État congolais pour valoriser et promouvoir l'expertise locale à ce sujet? Bon, en fait l'État peut d'abord identifier. C'est juste identifier les expertises nationales et qui sont là dans les universités, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit au niveau des provinces, les expertises sont là. Au niveau de la société civile, il y a des experts qui sont là. Et au niveau même de l'administration elle-même, il y a des experts qui sont là. Question maintenant de faire un mixage. Et puis voilà, on peut avoir un travail fabuleux. Merci beaucoup, M. Blaise Moudodossi. Nous allons boucler ce numéro Retro News avec la déclaration de la CENCO qui plaide en faveur du peuple autochtone. Nous allons suivre ce reportage qu'a réalisé notre consoeur Déborah Batousoué. Bien que la République démocratique du Congo ait ratifié plusieurs textes internationaux et régionaux qui traitent du droit de la terre, les statuts même de ces peuples autochtones souffrent de manque de reconnaissance légale et politique dans le pays. Certains groupes de pression, comme la Conférence épiscopale nationale du Congo, martèlent sur le fait que l'adoption de cette loi est un premier pas essentiel pour la prise de considération de leurs droits. L'Église soutient cette loi de la protection des pygmées parce que c'est une question faite de justice et de la protection de la dignité humaine. On voit qu'il y a certaines injustices qui ont été commises inconsciemment ou consciemment à l'égard d'une certaine catégorie de la population qui sont en fait nos frères, notamment les peuples autochtones. La loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits de peuples autochtones est soutenue pour sa juste valeur de reconnaître le droit de peuple primaire du pays. Pour l'Église catholique, il est temps de commencer à réfléchir comment taire le conflit qui oppose ces peuples aux autres communautés ainsi qu'à l'État congolais. Nous savons que les milieux où ils vivent ont besoin d'être protégés. Et protégés non pas seulement pour eux, mais pratiquement pour nous tous, citoyens du Congo.
Et comme nous l'avons souligné, au-delà de nous Congolais, il y a l'humanité entière. Et il ne va pas de protéger la nature tout simplement pour la nature, l'environnement dans lequel ils vivent, mais il y va plus de la dignité de la personne humaine. Parce que ce monde que Dieu nous a donné, cette terre dont il a pu nous doter, et particulièrement notre pays qui est étoffé de tant de richesses, nous sommes appelés vraiment à le protéger en faisant une exploitation rationnelle de ce qui nous entoure. Mais cela, non pas tout simplement pour la nature elle-même, je ne cesse d'insister sur ce fait-là, mais plutôt pour l'homme. En République démocratique du Congo, cette loi souffre encore de sa promulgation. Ce texte validé par l'Assemblée nationale et le Sénat est le fruit d'un travail ardu mené depuis une vingtaine d'années par le peuple autochtone pygmée et les organisations de la société civile. Merci à Déborah Batousoué. Alors, M. Blaise Moudodossi, votre lecture en ce qui concerne la place que doit occuper aujourd'hui le peuple autochtone dans les processus du développement et la conservation de la biodiversité dans notre pays. Bon, c'est vraiment une déclaration que nous avons saluée. Nous avons salué parce que, comme vous le savez, hein, les peuples autochtones pygmées dans notre pays sont vraiment les gardiens des forêts. Donc, pour moi, je les considère comme les premiers conservateurs. Parce que si on a les forêts aujourd'hui telles qu'elles sont, c'est parce qu'il y avait eu des efforts avant où les peuples autochtones et aussi les communautés locales ont consenti pour avoir les forêts aujourd'hui qui sont maintenant des aires protégées, qui sont dans des concessions d'exploitation du bois ou des concessions de conservation ou même des forêts protégées tout court. Et donc tout ça, c'est vraiment l'effort qui vient aussi de ces gens-là. Selon vous, M. Blaise Moudodossi, que doit faire l'État congolais pour mettre le peuple autochtone à la place qu'il faut dans les processus actuels de notre fonctionnement? Pour moi, je crois que c'est un peuple qu'il faut vraiment donner de l'estime. Et il faut les considérer parce que si vous allez sur le terrain, et ils sont victimes de discrimination, beaucoup de choses, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles on pense qu'il faut une attention particulière et faire en sorte qu'ils soient intégrés dans la société et aussi ils soient même, qu'ils obtiennent quelques allègements, quelques faveurs compte tenu de leur statut. Et c'est la raison pour laquelle on a été derrière la loi, sur la proposition de loi sur le peuple autochtone et qui évolue très bien au niveau du Sénat maintenant. Il doit être en deuxième lecture au niveau du Sénat. Et nous espérons bien qu'avec les autres acteurs qui commencent aussi à comprendre que c'est important qu'on puisse les impliquer pour booster le développement local. Et je crois que la loi va évoluer vite. Et dans la loi, il y a beaucoup de garanties, beaucoup de sauvegardes par rapport à leur statut et aussi par rapport à tout ce qui doit être fait à leur égard. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs des APEM, Action pour la promotion de peuples et espèces menacées. Nous avons aimé votre intervention et nous vous remercions pour toute cette expertise qui a profité à notre public. Un mot de la fin avant de clore cette émission. Oui, merci beaucoup. En fait, moi aussi, je suis très à l'aise de parler avec Environews sur des questions sur lesquelles nous travaillons tous les jours. Et donc, pour moi, tout ce que je peux dire, c'est de vous encourager, et parce que nous apprécions beaucoup ce que vous faites. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Il faut regarder même en dehors du pays comment est-ce que les gens vous apprécient. Et donc, il faut continuer sur la même lancée et vous irez très loin. Merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro Retro News. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.